Tu n'as pas besoin d'être crédule pour tomber dans une fake news. Tu as juste besoin d'être humain, c'est-à-dire pressé, fatigué ou encore en colère, enfin entouré de gens qui y croient. Et il y a un détail qui devrait nous inquiéter. Les fake news ne gagnent pas seulement parce qu'elles mentent. Elles gagnent parce qu'elles racontent mieux. Elles sont plus simples, plus morales, plus émotionnelles. Elles te donnent un coupable, une explication, un camp. Et surtout, elles te donnent la sensation d'avoir compris ce que les autres ne voient pas. Je vais commencer par une idée très concrète, presque banale. Dans une société, on peut se disputer sur les valeurs, sur la justice, sur les projets. Mais on a besoin d'un minimum de faits partagés. Sinon, on ne débat plus, on se heurte. Hannah Arendt, dans son ouvrage « Vérité et politique », insiste sur une chose que la post-vérité abîme, la vérité factuelle. Pas la vérité mathématique, pas la vérité philosophique. La vérité factuelle, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, quand, avec quelles conséquences. Et cette vérité-là est très fragile. Elle dépend d'archives, de témoins, de médias, de procédures et encore de confiance. Elle peut être falsifiée, effacée et noyée. Dans son essai, Arendt explique une tension. La politique aime les récits, les intérêts et les stratégies. Mais si on tord les faits au point de les rendre optionnels, on perd ce que j'appellerais le sol commun, ce terrain où même nos adversaires reconnaissent. Au moins ça, c'est arrivé. Tu vois le basculement post-vérité quand une phrase devient normale. Par exemple, c'est vrai pour toi, pas pour moi. Ça a l'air tolérant dit comme ça, mais en réalité, ça dynamite l'espace partagé. Si les faits sont juste une opinion, alors il ne reste que des loyautés et des rapports de force. Et c'est là que la fake news devient plus qu'un mensonge. Elle devient un outil pour déplacer la discussion. Avant, tu te dis « ce que tu dis est injuste ». Après, ce que tu dis n'a même pas eu lieu. Et plus tard, tu vas te dire « même si ça a eu lieu, ça n'a aucune importance ». En fait, la post-vérité ne tue pas seulement la vérité. Elle tue l'idée qu'il existe quelque chose de commun à vérifier ensemble. Et quand ce commun s'effondre, tu vois apparaître une conséquence politique très simple. Chacun se replie sur son réseau, ses sources et son camp. Et la question « est-ce vrai ?» devient secondaire par rapport à la question « est-ce utile pour nous ?» Maintenant, côté psychologie, c'est presque cruel. Ton cerveau n'est pas construit pour la vérité. Il est construit pour aller vite et survivre. Avec Daniel Kahneman, dans Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, tu peux expliquer ça simplement. Nous avons une pensée rapide, intuitive, automatique, et une pensée lente, c'est-à-dire analytique et vérificatrice. Les fake news, bien évidemment, visent la pensée rapide. Elles sont courtes, elles sont émotionnelles, souvent indignantes, et elles te donnent un sens immédiat. Je vais te parler maintenant de quelques mécanismes typiques. Le premier, c'est le biais de confirmation. Dans ces cas-là, on repère mieux ce qui confirme nos croyances. Une fake news marche quand elle colle à ce que l'on pense déjà, sur l'immigration, sur la politique ou encore la santé. Elle n'a pas besoin d'être prouvée, elle doit être reconnaissable immédiatement. Deuxième mécanisme typique, l'illusion de vérité, avec un effet de répétition avec. Plus une info circule, plus elle devient familière. Et notre cerveau confond souvent familiarité et plausibilité. La phrase « je l'ai vu partout » remplace « j'ai vérifié ». Troisième mécanisme typique, le biais de proportionnalité. On a du mal à accepter qu'un événement énorme puisse avoir une cause banale. Donc on préfère une cause à la hauteur, complot, manipulation ou encore plan secret. Ça rassure presque. Si quelqu'un contrôle, alors le monde est lisible. Quatrième et dernier mécanisme que je vais citer aujourd'hui, l'économie de l'effort. Vérifier coûte de l'énergie, croire coûte beaucoup moins d'énergie. Et surtout, croire ensemble donne une récompense sociale immédiate. Et là, il faut dire un truc qui est gênant. Une fake news, très souvent,
n'est pas partagée parce qu'on y croit à 100%. Elle est partagée parce qu'elle sert. Elle signale une appartenance. Elle exprime une colère. Elle humilie l'adversaire s'il le faut. Et enfin, elle renforce un camp. Beaucoup d'infos en ligne fonctionnent comme des drapeaux, pas comme des preuves. Et c'est là que la post-vérité devient un style. La vérité n'est plus une destination, c'est un outil parmi d'autres. On ne cherche pas ce qui est, on cherche ce qui gagne. Pour montrer ça, la littérature est parfaite. Et l'exemple le plus précis, le plus parlant, c'est Don Quichotte. Un élément de contexte quand même, Alonso Quijano, gentilhomme de la Manche, lit un peu trop de romans de chevalerie. Mais Cervantes ne dit pas juste « il lit trop ». Il montre comment un esprit saturé de récits finit par habiter une réalité alternative. Pas parce qu'il est idiot, mais parce qu'il a un désir. Celui d'un monde héroïque, ordonné et moral. Premier exemple, ou première scène paradigmatique, c'est la scène des moulins à vent. C'est l'image peut-être la plus connue. Donc Quichotte voit des géants là où il y a des moulins. Sancho Panza, son acolyte, essaie de ramener le réel. Ce sont des moulins. Mais ce n'est pas un débat de faits, c'est un véritable conflit de récits. Donc Quichotte est déjà dans une histoire où le monde doit contenir des géants. Sinon son identité de chevalier s'écroule. Et quand il est projeté au sol, il n'abandonne pas, il réinterprète. Il explique l'échec par l'intervention d'un enchanteur qui aurait transformé les géants en moulins. Et ça, c'est la mécanique exacte de la post-vérité. Quand un fait contredit le récit, on ne corrige pas le récit. On va accuser un système, un mensonge, ou encore un complot, un enchantement. Si les fake news n'étaient qu'un problème d'ignorance, ce serait simple. On vérifierait, on corrigerait. Fin de l'histoire. Mais tu l'as déjà vu, tu peux apporter un démenti propre, sourcé, et ça ne change rien. Parfois même ça empire. Parce qu'à ce stade, le débat n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» Le débat devient « qui es-tu pour me dire ce qui est vrai ?» Et surtout, si je te crois, qu'est-ce que je perds ? Ici, Michel Foucault est très utile, non pas pour dire tout est relatif, mais pour comprendre un mécanisme. Une société ne produit pas seulement des faits, elle produit des procédures et des autorités qui déterminent ce qui compte comme vrai. Dans son livre « L'ordre du discours », il appelle ça, en gros, un régime de vérité. Il pose les questions suivantes. Qui est considéré comme crédible ? Quelles institutions ont le droit d'établir ? Quelles formes de preuves sont recevables ? Et enfin, quels discours sont valorisés, répétés, financés et enfin diffusés ? Et c'est là que la post-vérité est un changement de terrain. Au lieu de discuter à l'intérieur d'un même cadre, voici des preuves, on se bat sur le cadre lui-même. Tes preuves ne valent rien parce que tes sources ne valent rien. Dans un tel contexte, une fake news ne sert pas toujours à faire croire une chose précise. Elle sert parfois à installer une phrase mentale bien plus puissante, c'est-à-dire « plus personne n'est fiable ». Ça, c'est une victoire stratégique, parce que si tu arrives à rendre tout suspect, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as qu'à déstabiliser. Le cynisme est un paradis pour les fake news. Quand tout est douteux, le plus bruyant gagne. Et ça explique un phénomène moderne, le flou d'infos, le trop-plein d'infos. Trop d'images, trop de sources, trop de versions. Au bout d'un moment, tu ne vérifies plus, tu choisis ton camp, tu choisis ton narrateur. Tu ne veux pas un fait, tu veux un guide. Là, la psychologie sociale aide à comprendre pourquoi les gens peuvent défendre des choses bancales, sans se sentir malhonnêtes. Avec le psychologue social Jonathan Haidt, dans The Righteous Mind, tu peux présenter une idée simple. Nos convictions fonctionnent souvent comme des marqueurs d'identité morale. Beaucoup de débats ne sont pas informationnels, ils sont identitaires. Donc, quand une info contredit ta position, ce n'est pas juste « Ah, j'ai tort ». C'est un mini-séisme social. Je risque d'être humilié, je risque de trahir les miens, je risque encore de passer pour naïf. Et enfin,
je risque de perdre mon appartenance. Et là, le cerveau fait un choix très humain. Il protège le lien. Il existe 2 signaux très concrets qui montrent que l'identité a pris le volant. Le premier, c'est le double standard, c'est-à-dire, quand une info arrange mon camp, elle devient subitement évidente. Quand elle arrange plutôt l'autre camp, elle exige une preuve impossible. Deuxième signal, le renversement de la charge de preuve. On ne dit plus « voici des preuves », on dit « démontre que ce n'est pas vrai », ce qui est souvent infaisable, surtout avec des formulations floues. Et surtout, le psychologue Haidt aide à comprendre un truc. On imagine souvent que la raison est un juge, mais très souvent, la raison est un avocat. Elle défend ce que l'identité a déjà choisi. On ne cherche pas toujours à être exact, on cherche à rester du bon côté. Et là, tu comprends pourquoi fast-checker peut échouer. Le fast-check menace un lien, une loyauté, une image de soi. Tu n'affrontes pas une erreur, tu affrontes toute une appartenance. Pour rendre ça plus concret, on pense directement au Tartuffe de Molière. Parce que Molière montre que la crédulité n'est pas un déficit d'intelligence, c'est une véritable capture morale. Voici un élément de contexte rapide sur l'œuvre. Une maison bourgeoise, un père de famille, Orgon, tombe sous l'emprise d'un faux dévot qui s'appelle Tartuffe. Tout le monde voit l'imposture, sauf celui qui compte, Orgon lui-même. Il y a un passage très célèbre où Orgon rentre et interroge la servante sur l'état de la maison. On lui décrit des soucis très concrets, et lui revient toujours à la même réaction, centrée sur Tartuffe. L'idée en substance est Tartuffe, puis le pauvre homme. Le gag est assez énorme, mais le mécanisme est terrifiant. L'attention est monopolisée par une figure morale. La réalité devient complètement secondaire. Tout est filtré par ce que Tartuffe représente. Dans Tartuffe, finalement, le vrai problème n'est pas que Tartuffe ment. Le vrai problème, c'est qu'Orgon a besoin d'y croire. On arrive maintenant à un moment assez délicat. Que faire concrètement quand la post-vérité te propose 2 impasses ? Première impasse, la naïveté. C'est-à-dire, si c'est dit avec assurance, c'est que c'est vrai. Deuxième impasse, le cynisme. On se dit alors, tout le monde ment, donc tout se vaut. Le vrai enjeu, c'est une position tenable. Être assez sceptique pour ne pas se faire manipuler. Mais pas au point de devenir incapable de croire à quoi que ce soit. Là, la philosophie peut à nouveau nous offrir une boussole assez simple. Ne pas fonder le vrai sur qui crie le plus fort, mais sur comment on discute. Chez Habermas, notamment dans Théorie de l'agir communicationnel, l'idée clé, c'est que la vérité n'est pas un trophée tribal. C'est ce qu'on approche quand une affirmation peut être mise à l'épreuve, dans un échange où l'on donne des raisons, où l'on accepte la critique, où l'on corrige. Une info post-vérité se repère souvent à ceci qu'elle refuse les conditions mêmes de la discussion. On peut relever pour cela 3 tests. Le premier test, c'est le fameux test de réfutation. Est-ce que cette affirmation accepte qu'on dise « Ok, que faudrait-il observer pour qu'elle soit fausse ?» Les récits post-vérité adorent être invérifiables. Ils disent alors « On vous cache tout, c'est partout, tout le monde sait. Ça ne risque rien, donc ça survit. » Deuxième test, le test de procédure. Est-ce qu'on te donne la méthode ou seulement une conclusion ? Une preuve, ce n'est pas « regarde cette vidéo », c'est plutôt « qui filme, d'où ça vient, quand, avec des éléments de contexte, etc. » Troisième test, le test de responsabilité. Est-ce que l'auteur corrige quand il se trompe ? Dans une culture du vrai, se corriger augmente la crédibilité. Dans une culture post-vérité, se corriger est vécu comme une faiblesse. La post-vérité n'a pas peur d'avoir tort. Elle a peur d'être contradictoire devant un public qui exige des preuves. Maintenant, côté psychologie, il te faut des réflexes simples. Sinon, on risque de rien appliquer. Je prends pour exemple Carl Sagan dans son livre «
la science comme une bougie dans l'obscurité, parce qu'il a formalisé une attitude pratique. Ce n'est pas être méfiant de tout, c'est être rigoureux avec ce qui t'excite émotionnellement. On peut relever dans ce livre à peu près 6 réflexes qui tiennent en 30 secondes chacun. Premier réflexe, la pause émotion. Si ça me rend furieux, euphorique ou terrifié en 5 secondes, je ralentis. Les fake news sont conçus pour déclencher ce réflexe-là. Deuxième réflexe, interroger la source primaire. Qui parle en premier ? Un témoin direct ? Un document ? Un extrait complet ? Ou une chaîne de « quelqu'un a dit que quelqu'un a dit ». Troisième réflexe, observer le contexte. Une citation sans avant-après, une statistique sans base, une vidéo sans lieu ni date. Voilà là tout le paradis du faux. Quatrième réflexe, l'alternative simple. Avant de parler complot, il s'agirait plutôt de chercher l'explication la plus banale. Cela pourrait être une erreur, une sélection douteuse, un montage, une rumeur ou une incitation à cliquer. Cinquième réflexe, celui de l'inversion. Il faut se poser la question « Et si cette info attaquait mon camp, est-ce que je la partagerais quand même ?» C'est un test plutôt brutal mais efficace. Sixième test, celui du partage. Partager, c'est s'engager. Tu deviens un véritable relais. Donc attention, pas de partage à chaud. On voit ici que le fact-check n'est pas un sport. C'est une hygiène mentale. Tu n'attends pas d'être malade pour te laver les mains. La littérature à nouveau nous montre ce que la post-vérité détruit. La capacité de douter correctement. Dans Hamlet de Shakespeare, Hamlet reçoit une info assez énorme. Le fantôme de son père lui affirme qu'il a été assassiné par Claudius, son oncle. Si Hamlet était post-vérité, il ferait une chose. Il partagerait, il hurlerait, il agirait à chaud. Mais ce qui rend la pièce fascinante pour nous, c'est qu'il fait autre chose. Il se méfie de la source. Il se demande si l'apparition est fiable, si elle est trompeuse, si elle joue sur ses émotions. Il doute, parfois trop, mais ce doute contient une idée géniale. La vérité exige une mise à l'épreuve. Et tu as une véritable scène pour ça. La scène de la pièce dans la pièce. Je m'explique. Hamlet organise un spectacle, souvent appelé The Mousetrap, qui rejoue un meurtre similaire, pour observer les réactions de Claudius. C'est littéralement une méthode. Il passe de « je crois » à « je teste ». Hamlet ne se contente pas d'une accusation, il construit une situation où le réel peut parler à travers un comportement. Il cherche un signe qui ne dépend pas seulement de ses propres émotions. Un doute cynique dirait « on ne peut rien savoir, donc tout se vaut », alors qu'un doute fécond dirait plutôt « je ne sais pas encore, donc je cherche mieux ». La post-vérité pousse au cynisme parce que le cynisme rend passif. Hamlet, même dans ses excès, montre que le doute peut être une discipline, pas une impasse. Donc, se situer, ce n'est pas tout croire, ni non plus ne plus croire. C'est construire une lucidité praticable, des règles de discussion, mais aussi des réflexes de vérification. Et enfin, une véritable culture du doute fécond. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura interrogé sur ton comportement face aux fake news. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée.